Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Aquitaine pour nos émissions spéciales débat sur les élections législatives. Ce soir, gros plan sur la deuxième circonscription du Lot-et-Garonne qui regroupe 14 cantons, notamment ceux de Marmande-et-Tonneins, les principaux sites industriels du département. Alors bien des questions locales, des thématiques locales et une autre question dans cette circonscription, la majorité présidentielle conservera-t-elle son fauteuil dans un département où Marine Le Pen était arrivé en tête à la présidentielle. 4 candidats sont sur ce plateau. Christophe Courrèges-Longue, pour l'Union de la Gauche, NUPES, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, Alexandre Freschi, le député sortant Ensemble de la majorité présidentielle. Hélène Laporte, députée européenne du Rassemblement national et candidate à cette élection. Bonsoir. Et face à vous, bonsoir, Martine Calzavara, candidate pour les Républicains. Bonsoir, merci également d'être avec nous sur ce plateau. 4 candidats ici. 4 autres se présenteront également à cette élection législative. Les voici. Ils seront donc au total 8 à se présenter le 12 juin devant les électeurs pour cette élection dans la deuxième circonscription du Lot-et-Garonne. La première question de ce débat est pour vous, Alexandre Freschi, candidat de Ensemble à la majorité présidentielle. Est-ce que cette élection législative est vraiment le troisième tour de la présidentielle ? Les deux se rejoignent ou pas ? C'était un lapsus que vous alliez faire. Moi, j'observe surtout que ceux qui parlent de ce troisième tour des élections, en fait, sont surtout ceux qui ont perdu les 2 premiers tours de l'élection présidentielle. Donc à partir de ce moment-là, je me demande dans quels esprits ils s'aventurent dans des élections législatives qui sont une élection différente. Et puis, ce qui dénote qu'aujourd'hui, il faut défendre des convictions, il faut défendre des idées, il faut défendre des habitants d'un territoire. Il ne faut pas être dans un esprit de revanche lorsqu'on se présente aux élections législatives. Sinon, on défend autre chose que les concitoyens. Hélène Laporte, pour le Rassemblement national. Oui, non, on n'est pas du tout dans un esprit de revanche, on est plutôt dans un esprit de construction pour construire une opposition, justement. C'est le troisième tour, on le dit comme ça au niveau des législatives, parce que, notamment lorsque je vois les membres du gouvernement qui sont nommés, lorsque je vois que la porte-parole, Madame Grégoire, qui dit que clairement Marine Le Pen est l'ennemi à abattre, je suis inquiète pour l'opposition, mais pas que mon opposition. Il y aura l'opposition par rapport au gouvernement d'Emmanuel Macron. On sait très bien que c'est un quinquennat qui a été marqué par un matraquage fiscal. On a mis un peu dos à dos les personnes et les citoyens. Oui. On a été aussi marqué par la crise des Gilets jaunes. Et par rapport à toutes les mesures qui vont venir, notamment la réforme des retraites, oui, nous avons besoin d'une opposition forte. Et je suis d'autant plus aussi inquiète lorsque je vois la nomination du ministre de l'Éducation, qui a des théories, notamment au niveau indigéniste, qui loue le... C'était pas l'objet de ma question, Mme Laporte. Ma question, c'était plus, est-ce qu'on est dans un troisième tour de la présidentielle ? Oui, mais je l'explique, ce troisième tour. On va peut-être pas rentrer dans le débat sur tous les ministres du gouvernement pour l'instant. Non, c'est pas ça, mais je voulais expliquer que le fait qu'une opposition forte est importante par rapport à la majorité, et d'autant plus avec les membres du gouvernement qui sont nommés. Christophe Courrèges-Longue, l'Union de la Gauche pour NUPES. Est-ce que c'est le troisième tour de la présidentielle ? Alors vous allez me dire non, parce que pour une fois, la gauche est unie. La gauche est unie pour ces élections. Ces élections, elles sont législatives. Il faut appeler les choses par leur nom. Le 12 et 19 juin, nous sommes appelés à élire un ou une députée sur cette circonscription. Et en parallèle, c'est aussi l'occasion de rendre la parole au peuple. Après un débat tronqué de ce deuxième tour des élections législatives, je remets nullement en cause la légitimité du président Macron, mais il est clair que le vote qui s'est exprimé n'a pas été un vote complètement d'adhésion. Donc là, il va falloir avoir un vote. Après avoir choisi un président par défaut pour certains, eh bien là, ça sera choisir un député par conviction. Martine Calzavara, pour les Républicains, troisième tour de la présidentielle ou pas ? Ce n'est pas très bien passé pour les Républicains avec Valérie Pécresse à la présidentielle. Effectivement, c'est dans un contexte politique tiraillé. Tiraillé, si vous voulez, mêlant confiance aveugle et défiance systématique au pouvoir en place, qu'effectivement, voilà, j'ai fait donc le choix de cette candidature. Alors après, l'indépendance, liberté d'esprit, pas de oui systématique, pas de non automatique, c'est la position des Républicains. À la fois, lorsqu'effectivement les projets devront être défendus et qu'ils iront dans l'intérêt général du territoire, les Républicains les soutiendront. Et en revanche, lorsqu'ils seront délétères au regard de la population, nous les combattrons. Alors, Alexandre Freschi, est-ce qu'on peut faire un bilan de votre action ? Je n'ai pas envie que ça prenne un quart d'heure, c'est pas la question. Mais globalement, qu'est-ce que vous pensez avoir bien fait pendant 5 ans ? Je crois qu'indéniablement, et c'est un paradigme nouveau, c'est qu'aujourd'hui, le problème numéro un des problèmes numéro 1 qui touche notre activité économique, c'est pas celui de trouver un travail. C'est de trouver des gens
qui sont formés, et on les forme, et trouver des gens qui veulent aller travailler. Et donc, la question du plein emploi, et vous avez noté l'intitulé du poste ministériel qu'occupe M. Olivier Dussopt, c'est ministre du Travail et du plein emploi. C'est une chose dont tout le monde a rêvé. C'est depuis 1981, 1983 précisément, on rêve de ça. Nous, on ne rêve pas, on va le faire. Et on a déjà créé plus d'1 million d'emplois ces 5 dernières années, et je suis convaincu qu'il y a encore une marge de progression pour faire en sorte à la fois de satisfaire notre activité économique, et on a besoin de créer de la richesse, et satisfaire aussi l'émancipation de chacune et chacun en trouvant un emploi. Hélène Laporte. Mais enfin, on parlait de votre bilan, là, Monsieur Freschi. Le Je thème, participe à ce bilan, madame. Vous participez à ce bilan, mais moi, je veux bien, quand je vais voir simplement votre présence au niveau de l'Assemblée nationale, donc au niveau des statistiques, en fait, ah bon, parce que c'est sur le site de l'Assemblée nationale, alors les chiffres sont faux, il faudra leur demander de changer, alors dans ce cas-là. Au niveau des interventions en hémicycle, vous faites partie des 150 députés les moins actifs, 38 questions écrites. C'est nosdéputés.fr. Donc en fait, ce chiffre. Oui, c'est les chiffres qui ne sont pas faux. Ils sont faux, ceux-là. Ils sont faux depuis avril 2020. Ils n'ont pas été mis à jour, madame. Ah, d'accord. Vous regarderez, c'est indiqué. Excusez-moi, depuis mars 2020. Non, ça ne doit pas être En possible. revanche, moi, je peux vous parler d'une chose. C'est que l'un après l'autre, s'il vous plaît. L'un après Je voudrais l'autre. terminer, s'il vous plaît. L'un après l'autre. Non, il y a écrit que votre dernière question écrite, elle date du 15 juin 2021. Donc ça ne peut pas ne pas être à jour depuis 2020, monsieur. C'était simplement pour faire cette non, mais les questions précision. écrites, c'est une chose. Après, il y a les discussions On qu'on parle a de votre directement action avec les au gouvernement. cabinets. Je peux vous livrer mon agenda. En revanche, moi, je peux vous dire que si vous aviez été élu député en 2017, vous auriez voté contre le versement des pensions alimentaires automatiques, contre la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour les mineurs. Vous auriez voté contre la garantie du suivi pré- et post-natal pour les femmes enceintes. Vous auriez contre l'indemnisation du congé du proche aidant aux salariés, contre la PMA, contre le plan, comme Marine Le Pen. Vous auriez voté contre le quoi qu'il en coûte. Non, monsieur, vous lisez dans une boule de cristal, vous ne savez pas ce que j'aurais voté, auriez puisqu'à voté l'époque, je n'étais pas élu député, vous auriez vous auriez voté contre Christophe Courage-Long. de la même manière que je ne vous aurez autorise l'occasion pas, de monsieur, je ne suis désolé, je ne vous autorise pas à Alors, je peux préjuger ce dire que j'aurais voté. que vous avez voté contre l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes au sein du Parlement européen, contre l'interdiction du fait du droit à l'avortement en Hongrie et en Pologne. Vous avez voté contre une aide garantie jeune pour les jeunes précaires de moins de 30 ans. On va enchaîner, s'il vous plaît. On va enchaîner. Je vous remercie de citer ça parce que moi, je voudrais vous prendre à contre-pied sur les votes du Parlement européen et vous expliquer comment ça se passe parce que je pense que vous ne savez pas comment ça se passe. Quand on a des votes, les votes, il n'y a pas de split. Rien n'est dégroupé, c'est-à-dire qu'on vote un texte global. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Donc, en effet, vous non, si, mais les monsieur, votes pour lesquels vous avez moi, pris j'assume position. justement mes votes. Quand vous parlez Non, de la vous ne les Pologne et assumez la pas, Hongrie, regardez, vous les c'est assumez une pas. ingérence, monsieur, dans les États membres. Ce genre de choses, on n'interfère pas Ah, mais dans écoutez, la vous allez politique. expliquer à nos agriculteurs que vous avez voté contre une aide européenne en direction des jeunes agriculteurs. Ah, non. Et vous allez... Non, mais si. Si, madame. On reparlera d'agriculture après, s'il vous plaît. On va enchaîner, monsieur Courage-Long. Christophe Courage-Long, votre regard sur l'action d'Alexandre Freschi, député sortant. Le bilan d'un député sortant, il se juge à l'implication qu'il peut avoir dans la mise en place de l'action du gouvernement. Là, le député sortant a été dans cette ligne-là, en étant en droite ligne de ce qui a été décidé par le président Macron et les différents gouvernements. Et il y a ensuite les actions locales. Et là, j'aurais à préciser certains points. Le député Alexandre Freschi a présidé une commission d'enquête sur l'accès aux soins, c'était en 2018. Sur l'égal accès aux soins, oui. Voilà. Il y avait le projet Mobilicar avec la création d'une unité mobile de soins avec donc différents professionnels de santé. Rien n'est sorti 4 ans après, c'était dans le projet. La période Covid et les actions, la période Covid et les actions de soutien aux entreprises. Il y a eu mise en place par les agglos, dont celle de Val-de-Garonne Agglomération, du Fonds de solidarité qui a été abondé, avec aussi des prêts. Ni le président de la commission développement que je suis, ni le président de VGA, ou même les services, n'ont jamais été contactés par le député sortant pour savoir ce qu'il en était. Et je pourrais citer aussi le cas de la filière FIFRUI qui se monte avec des arboriculteurs pour développer les cultures de variétés anciennes avec la mise. Je finis avec la venue de la ministre Runier-Panaché. Le député n'est pas là. Et je pourrais aussi citer le lactarium de Marmande, un dossier qui a été abandonné. Donc là, pour moi, on a un bilan qui est mince. Un député doit s'impliquer dans les dossiers et c'est ce que je ferai en étant élu député. Le message est passé, Madame Calvazara. Oui, Alexandre, Monsieur Freschi, si vous voulez, effectivement, je pense que pendant 5 ans, vous n'avez pas vraiment porté les enjeux du territoire à l'Assemblée nationale. Alors, ce n'est pas un avis comme ça, complètement personnel, mais pour être allé auprès des maires, les voir, les interroger sur la problématique.
la plupart, mais vraiment dans la grande majorité, ils m'ont tous dit qu'ils ne vous avaient pas vu et que souvent, lorsqu'ils vous avaient contacté, ils n'ont pas eu de réponse. Ok. Voilà. Je vais répondre à tout ça. Non, je vais répondre. Oui, parce que bien sûr, je vous en prie, allez-y. Après, on va parler plus spécifiquement du Lot-et-Garonne. On de a la mis en circonscription. place, on a mis en place une méthode de travail qui s'appelait les matins coopérants, à laquelle étaient invités tous les acteurs du monde concernant une question que nous avions à débattre. Ça a été le cas pour la loi de la transformation, la loi sur l'apprentissage. Voilà. On a également toujours été en lien, contrairement à ce que vous dites, Madame Calzavara, avec les maires. Toutefois, au-delà, je dois vous rappeler une chose, c'est qu'un député, il a un pouvoir législatif. Et Monsieur Courrejolangue, si vous me reprochez d'exercer, et vous ne me l'avez pas reproché d'ailleurs, d'agir sur le côté législatif, vous ne pouvez pas me reprocher ensuite de ne pas être dans l'exécutif qui est votre rôle, qui est votre fonction. Vous êtes maire, vous êtes vice-président d'agglomération, je pourrais vous demander quel est le bilan que vous avez porté depuis 10 ans à l'agglomération pour le développement de l'agriculture et l'installation des jeunes. Non, mais je vous pose la question, Monsieur Courrejolangue. C'est un débat. Ouais, On est sur les législatives avec ce que vous me dites là. Moi, je veux bien. Vous mais me regardez la filière vous me fruits. reprochez de ne pas agir dans un rôle d'exécutif. Bien sûr, c'est pas de l'exécutif. Il y a des élus C'est locaux. accompagner, Il y a c'est des élus être dans le locaux réseau, qui sont là pour faire agir. ouvrir des Et je portes, les pas du respecte tout. dans leurs Ce fonctions n'est pas que et cela. dans leurs On prérogatives. n'attend pas de cela d'un élu national qui est député, qui représente la circonscription. Vous savez que j'ai sauvé Il une doit entreprise porter les intérêts des Lot-et-Garonnais D'Amazon. à Paris et travailler C'est ce concrètement qu'on a toujours pour fait. le territoire. On Et a pas toujours seulement fait ça venir. en bonne intelligence avec l'ensemble des collègues parlementaires, que ce soit pour UPSA, qui est le premier employeur privé quand même sur le département, ou que ce soit pour une société comme Ambonati, où on a sauvé, grâce à l'intervention aussi du maire de l'époque, d'Amazon, qui est toujours maire, on a sauvé près de 70 emplois. Alors, je voudrais qu'on aborde la thématique spécifique, alors au-delà de votre circonscription du Lot-et-Garonne. Bon, évidemment, c'est très lié, qui fait partie des départements français les plus précaires. La question cruciale, encore une fois, du pouvoir d'achat et du prix du carburant. Il y a des déplacements à faire dans cette circonscription et dans ce département pour aller travailler. Concrètement, Hélène Laporte, qu'est-ce que vous proposez ? Déjà, concrètement, il faut rappeler que Lot-et-Garonne, on est le département le plus pauvre, juste derrière la Creuse, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a le taux de pauvreté de 17%, alors qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est de 13%. C'est un constat qui est accablant par rapport à notre département. On a une inflation qui est galopante, ça c'est au niveau de la structure économique générale. Oui, nationale. Donc l'exécutif, il propose 18 centimes par litre sur le prix de l'essence. Nous, on propose, Marine Le Pen a proposé une baisse de la TVA sur les énergies de 20 à 5,5%. Ce qui permet, en annulant également l'intégralité des taxes décidées par Emmanuel Macron en 2017 et 2018, le prix du gasoil baisserait de 44 centimes et l'essence de 34 centimes. Cela redonnerait un pouvoir d'achat de 12 milliards d'euros aux Français au niveau national, bien évidemment. Ça, c'est une aide concrète, parce que nous sommes dans un département où on a besoin de la voiture. Pour circuler, c'est quelque chose d'automatique. Oui, il y a des distances importantes. Martine Calzavara, sur le plan, sur la question du prix du carburant, du pouvoir d'achat en général. Alors le prix du Qu'est-ce que vous souhaitez, carburant, vous, des Républicains, je pense que je suis la première. C'est sûr que je sais combien ça coûte. Vous êtes infirmière. Hein, je suis infirmière libérale. Voilà, faites beaucoup de déplacements et beaucoup de routes. Donc, quand je vais chez les patients, je sais que ça me coûte. Pour autant, si vous voulez, je crois qu'il faut faire attention. Je crois qu'il faut être crédible et responsable dans les décisions que l'on veut prendre, parce que l'inflation actuelle, qui effectivement induit un coût de la vie qui est important, elle est quand même pas, je veux dire, voilà, ce n'est pas forcément, même Laporte, je suis désolée, en baissant le taux de la TVA, parce que vous ne touchez pas, en fait, finalement, aux matières premières. Et l'inflation, elle vient de cette augmentation des matières premières. Donc, les Républicains proposent effectivement de baisser la CSG, qui avait été excessivement augmentée, et donc pour augmenter le revenu des salariés et des indépendants, et surtout d'annuler la hausse de la CSG pour les retraités, parce qu'effectivement, on a vu quand même que 2 retraités sur 3, lors de cette hausse de CSG, avaient perdu un pouvoir d'achat qui était important. Voilà. Non, je vous en prie, terminez. Non, terminez votre phrase, je vous en prie. Oui, non, c'était ça. Et effectivement, défiscaliser aussi des heures supplémentaires. Christophe Courrejolangue, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est une priorité. Alors, nous sommes le prix du carburant à Lot-et-Garonne, encore une fois, c'est tout très à fait, concret. Le prix du carburant, et je vais élargir un peu sur les aspects énergétiques. Avec la nouvelle Union populaire, nous avons une dynamique pour changer la donne. Ça passe par le blocage des prix des produits de première nécessité, pour les tarifs réglementés de l'électricité pour les PME, les artisans, les commerçants. Il faut qu'ils reviennent à une réglementation stricte pour
contrecarrer ce choc énergétique, l'énergie, c'est un bien commun. Elle doit être au-delà des seules lois du marché. Et en parallèle, on propose aussi le pouvoir d'achat avec l'augmentation et le passage du SMIC à 1 500 € et mais on en parlera après, garantie autonomie pour les plus jeunes, les plus de 18 ans, être à 1 063 € qui correspond au seuil de pauvreté. Hélène Laporte, vous parlez souvent de démétropolisation, si j'arrive à le dire. En ce qui concerne votre circonscription, en tout cas la circonscription dans laquelle vous présentez, ça consiste en quoi ? Il faut valoriser la commune. Il n'y a pas beaucoup de métropoles quand même dans Non. votre circonscription, au sens où on l'entend, métropole, très grande ville. Non, mais la commune, en fait, elle doit être au centre de la politique et des politiques publiques. C'est-à-dire que quand on s'installe quelque part, on doit pouvoir avoir tous les services publics autour de soi, et ce n'est pas ce qui est le cas en ce moment. Déjà, pour s'installer en Lot-et-Garonne, la première des choses qu'on regarde, c'est est-ce que je vais pouvoir être bien soigné ? Et là, on a un véritable problème à ce niveau-là. La transition est toute faite, mais allez-y, je vous laisse développer. Par rapport à la... Vous voulez que je développe ? Non, je vous en prie, je vous laisse terminer votre phrase, parce qu'on va parler de santé juste après en Lot-et-Garonne. Donc la commune doit être au centre des politiques publiques. On a en Lot-et-Garonne, on est dans un département qui a un magnifique climat, un très beau paysage et où il fait bon vivre. Avec le Covid, il y a des habitudes qui ont été prises de manière différente, c'est-à-dire qu'on revient vers la nature, vers des environnements très différents des environnements urbains. D'ailleurs, je regardais, il y avait un article de Sud-Ouest qui disait que maintenant, il y a une seule offre par rapport à cette demande d'acquisition de logements ou de location chez nous. Donc ce qu'il faut faire, c'est permettre dans nos communes du Lot-et-Garonne d'avoir des services publics alors qu'on n'en a pas. Alors pour faire la transition sur tout ce qui est au niveau médical et autres, je vais prendre l'exemple du pôle de santé du Villeneuvois. Où par exemple, là maintenant, on sait que maintenant, il y a un patient sur 10 qui refuse à se soigner parce qu'il n'a pas accès aux soins dont il aurait besoin. Le pôle de santé, il fait venir des médecins, des spécialistes qui viennent des hôpitaux et des cliniques privées des grandes villes aux alentours de Bordeaux ou de Toulouse, quelques jours par semaine ou par mois. Alors ça a plusieurs intérêts. Déjà, le patient qui habite dans le Lot-et-Garonne, il n'a pas le stress d'aller vers une grande ville, Oui, mais également, ce sont des coûts économisés par rapport à la sécurité sociale. Et je trouve qu'en tant que politique, on devrait multiplier ce genre d'initiatives et faire en sorte que des praticiens, parce qu'il y a une pratique aussi, il y a une concurrence qui se passe au niveau de la chirurgie et autres, dans les grandes villes, viennent dans nos petites villes et peut-être s'y installeront. Mais il faut qu'il y ait aussi une envie de notre part. Une incitation. Surtout qu'il y a un contrat au niveau de la sécurité sociale et de l'État qui permette une aide à ce niveau-là. Alexandre Fressery, sur ce sujet de la santé, alors spécifiquement en Lot-et-Garonne, on le sait, il y a l'hôpital de Marmande qui est confronté aux mêmes difficultés que la plupart des hôpitaux. Non, mais déjà... Et l'accès aux soins, qui est Oui, c'est ça. vraiment une Oui, priorité. la question de la désertification médicale, c'est celle qui est au cœur de notre territoire, mais pas seulement. Je veux dire, ça touche tous les territoires de France. Et il ne faut pas être démago sur cette question. Il faut dire la réalité. La réalité, c'est que pendant des années et des années, nous n'avons pas formé suffisamment de professionnels de santé. Et qu'aujourd'hui, le choc démographique, qui suit l'évolution de la courbe démographique, les générations du baby boom, pardon, petit à petit, ça devient le papy crash, on le sait. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'on vieillit, on a besoin de soins supplémentaires. On a besoin aussi d'être rassuré dans sa prise en charge, et on a besoin de spécialistes. Pour former un médecin, il faut entre 10 et 15 ans. Je vais vous poser la question après, Madame Calzabada. Comment on peut améliorer ça? Comment on peut lutter contre cette C'est l'exemple concret que je vous donne, par exemple. Oui, madame, mais vous le donnez tellement bien. Tout à Alexandre l'heure, j'ai failli sourire parce que tout à l'heure, vous disiez il fait bon vivre sur notre territoire, il fait tellement bon vivre que vous n'y vivez pas, et vous nous prenez un exemple d'une autre circonscription. Non, mais excusez-moi, madame. Et donc, ne me coupez pas. Mais c'est normal, vous venez une fois tous les 5 ans au Lot-et-Garonne, madame. Mais monsieur, comment vous pouvez dire des choses pareilles? Mais si, vous avez l'avantage de bien vous connaître et le débat ne se fait qu'entre vous deux. Oui, c'est ça. On parlait santé, s'il vous plaît. Oui, on parlait santé, mais vous pour une m'interrompez fois, pas. canalisez-vous déjà. Martine, s'il vous plaît, Calzavara. Je sais que ça vous tient à cœur, vous êtes infirmière libérale. Bien sûr. L'accès aux soins, à la santé, l'aide au domicile après pour les personnes en difficulté, etc. Dépendantes. En fait, c'est un sujet majeur pour vous aussi. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas. C'est effectivement majeur pour tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas chez vous. J'ai dit c'est pour tous les partis. Il y a une urgence, il y a vraiment une urgence, c'est de redonner du temps médical sur le territoire. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de médecins. Je veux dire, ils ont effectivement, le numerus clausus a été rouvert en 2018, mais le décret d'application en 2020. Et puis, il faudra une petite dizaine d'années, peut-être que ça change. Il faut une dizaine d'années. Donc, ce qui veut dire, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que l'on fait s'il n'y en a pas pour avoir du temps médical sur le territoire? Il y a plusieurs décisions qui pourraient être prises très rapidement. Nous avons des MSP, les maires se sont vraiment tous mobilisés pour avoir des maisons de santé pluridisciplinaires ou des centres de santé, qui la plupart, malheureusement, ne sont pas des coquilles vides, mais les médecins ne sont pas venus. Bon.
Ils ont fait ce qu'il fallait, les médecins ne sont pas venus. Ils viendront peut-être plus tard. Mais en tout cas, on peut utiliser ces lieux-là pour mettre en place, si vous voulez, des lieux de téléconsultation avec des infirmiers dédiés, formés. Alors, je vous donne un exemple. Une personne a besoin d'un rendez-vous chez un cardio. Le cardio, si vous voulez, il n'y en a pas. Ou alors, il faut aller à Bordeaux, Langon ou Agen. Elle vient, les rendez-vous sont pris, elle vient dans ce lieu-là par téléconsultation. Par téléconsultation, si vous voulez, elle peut parfaitement, avec l'infirmière va prendre l'électro, va prendre toutes les constantes, etc., communiquer avec un cardio qui est à distance, et vous récupérez du temps de consultation. En voilà un exemple. Mais vous pouvez faire ça sur les plaies cicatrisations, vous pouvez faire ça sur la psychiatrie. Avant de répondre, je voudrais juste que M. Courage-Long réponde et s'exprime sur ce sujet-là pour améliorer les choses en termes de santé. Je pense qu'on ne peut pas répondre télémédecine et on ne peut pas répondre juste attractivité avec le bon vivre et juste des propositions d'incitation. Il faut aller... Je vais vous revenir vers vous, juste que M. Courage-Long s'exprime. Ça peut marcher, mais je voudrais juste qu'il s'exprime là-dessus, s'il vous plaît. Je n'en doute pas, mais vous savez, 3-4 jours pour travailler, si l'épouse elle n'a pas de travail ici et qu'après la vie, on se retrouve à ne pas pouvoir avoir une vie de famille sur le secteur, ça n'est pas possible. Il faut que les personnes, les médecins, ils aient envie de venir sur le territoire. Et pour cela, on voit que les mesures n'ont pas marché, parce qu'on est en but avec, en effet, le problème du recrutement, et ça met 10 ans, des études de médecine. Mais ce qu'il faut faire, c'est aller, et comme l'a fait l'appel des élus lot-et-garonnais, toutes tendances politiques confondues, les présidents d'agglo, les présidents de comités de communes, les conseillers départementaux ont lancé un appel. Et dans cette volonté de sortir de cette ornière de la désertification médicale, eh bien, la mise en place d'un conventionnement sélectif temporaire est une des solutions. Il convient de conventionner par la sécurité sociale les médecins libéraux généralistes qui vont s'installer dans des territoires sous-dotés. Il n'y a pas que ça comme solution. Et ensuite, il faut un plan massif de recrutement pour les jeunes, pour qu'ils se retrouvent et pour que les facultés aient le moyen de former nos médecins qui sont essentiels. Et la télémédecine, bon, pourquoi pas, mais ça ne fera pas tout. Et on a besoin de l'humain. Quand c'est accompagné, je voudrais préciser sur... Allez-y, juste après Martine Calzavara, s'il vous sur plaît. Les maisons... Christophe, terminez, s'il vous plaît. Juste sur les maisons pluridisciplinaires de santé. C'est des lieux où le département s'est investi, avec l'État aussi, avec les collectivités locales, pour permettre qu'il y ait un partenariat. Et il y en a qui fonctionnent bien. D'autres où il n'y a souvent pas de médecins. Mais ce qui se passe, c'est la mutualisation. Et les médecins qui sont là, ils apprécient de pouvoir être en contact avec la science sociale, avec l'infirmière, du temps de partage. Et ça, c'est essentiel. Martine Calzavara, s'il vous plaît, vous n'avez pas terminé là-dessus. Oui, non, je n'avais pas terminé. Si vous voulez, c'est tout à fait possible de le mettre très rapidement et voilà. Et franchement, de récupérer du temps médical, c'est important. Ensuite, si vous voulez, la proposition qui a été faite également, c'est sur les médecins juniors. C'est-à-dire qu'actuellement, les études de médecine, il y a l'externat et l'internat. Sur l'internat, donc sur les spécialités, la plupart des spécialistes font 4 à 5 ans, excepté la spécialité de médecine générale où c'est 3 ans. Ce n'est pas aberrant de dire qu'une fois que effectivement les études sont validées, de faire une année supplémentaire sur les jeunes étudiants médecins généralistes, et à ce moment-là, de venir sur nos territoires, justement dans ces lieux, avec un tuteur, pour passer une année, rémunéré comme un médecin, ce qu'on appelait les médecins juniors, et pour le docteur junior, et donc apporter du temps médical au territoire. Ouais. Même si c'est que non, on espère qu'il rencontrera une jolie Lot-et-Garonnaise et qu'elle restera. Alexandre Fasserie, est-ce qu'une des solutions, c'est peut-être cette maison médicale qui s'est créée il y a 2 mois sur Marmande, qui fonctionne les week-ends. C'est une structure qui accueille en moyenne une 30aine de patients par jour les week-ends. Est-ce que ça fait partie, je vous poserai la question après à vous, Hélène Laporte, des solutions? Avant de vous répondre, je voudrais quand même signifier que je suis à peu près d'accord avec ce que dit Martine Calzavara, parce que c'est à peu près ce que nous faisons déjà, en tout cas sur le premier exemple. Et sur le second, c'est ce que nous souhaitons également faire. Et je pense que vous avez raison, lorsque j'ai été président de la commission d'enquête sur la désertification médicale, c'est une solution, c'est une proposition qui émanait de ma commission, qui était justement à un moment donné aussi de permettre à des jeunes internes de passer une année complète dans les hôpitaux de proximité, puisqu'on sait que 8 fois sur 10, lorsqu'un interne fait un stage d'une année ou plus sur un territoire, il y reste. Et donc l'idée, c'est... D'abord, disons la vérité aux Français, il va falloir développer, je suis d'accord avec Martine Calzavara aussi, les pratiques avancées, permettre aux professionnels de santé de pouvoir être un petit peu plus
actifs dans l'attribution dans l'exercice de leurs soins. On a maintenant des pharmaciens qui peuvent vacciner. On a les infirmières donc, qui se spécialisent pour être un petit peu plus efficaces. Les masseurs kinésithérapeutes, voilà. Il faut aller là-dedans. Ensuite, pour répondre sur la maison de garde, c'est un bel exemple. Je suis d'accord avec M. Courage-Lang sur le fait de dire que ce sont des initiatives qui sont portées par des personnalités, par des collectifs. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter le collectif qui s'est monté sur Marmande, qui a été actif sur le sujet. Mais chacun y a pris sa part. Et ce n'est pas en manifestant qu'on y arrive. Voilà. Pour autant, je tiens à le dire, ce sont des petites solutions localisées qui ne permettront pas de résoudre tous les problèmes que nous avons. Hélène Laporte, cette maison médicale, est-ce que ça fait... Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit avant, bien écouté. Est-ce que ça fait partie des solutions ou pas? Oui, ça fait partie des solutions. Et Des d'ailleurs, bonnes idées. Oui, et puis je salue, moi, l'initiative Dr Maillard, en fait, qui a été aussi à l'initiative de cette maison médicale de garde à Marmande. La télémédecine, c'est quelque chose que Marine Le Pen avait dans son programme présidentiel. Augmenter, bien évidemment, le nombre de maisons et de centres de santé. Mais également, il faut plus de place à la prévention. Autrefois, même si ça fait un peu désuet de dire ça, il y avait des visites scolaires systématiques. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'ai eu mes visites scolaires. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas ces visites scolaires médicales de nouveau qui soient mises en place. Après, il y a quelque chose qui existe, et je reviens dessus, et c'est dommage que vous n'en fassiez pas la promotion. C'est le contrat de solidarité territoriale médecin. Bien sûr. Oui, mais bien sûr, mais c'est à vous aussi, quelque part, de faire la promotion de notre territoire. Vous étiez député dans notre territoire, et d'aller proposer aux médecins qui veulent venir faire des vacations, puisque c'est un minimum de 10 jours par an. Vous ne connaissez vraiment pas le territoire, parce que si, je connais bien le territoire, monsieur. Il faut savoir, c'est une insulte que vous adressez à l'ensemble des élus locaux, mais pas du tout, qui ne font que ça. Pas du tout, je vais vous donner l'exemple pourquoi j'ai parlé, moi, des médecins qui travaillent notamment au PSV, c'est eux qui ont été chercher eux-mêmes l'information. Et c'est dommage que nous, en tant que politiques, et je vous parle à vous qui êtes député, vous n'en ayez pas fait de la promotion. Vous insultez l'ensemble des élus locaux. Non, je n'insulte personne, je parle à vous, vous êtes député, c'est à vous de faire ce travail. Christophe Courage-Lang, s'il vous plaît, sur ce oui, sujet. Si, je connais bien, monsieur. Pour expliquer le fonctionnement de cette maison médicale de garde, c'est le centre régulateur 15 va permettre en effet de délester les urgences avec présence d'une garde par un médecin généraliste qui va s'arrêter à 21h par contre, alors que la garde des médecins, elle va jusqu'à minuit. Donc là, ça réduit un peu. Mais il y a eu un effort en effet du collectif avec un engagement très fort de tous ceux qui sont mobilisés pour que les urgences de Marmande continuent à fonctionner et se sont retrouvés dès l'an dernier à manifester devant l'ARS à Agen. Ils se sont retrouvés, et c'est tous les vendredis qu'ils sont présents, avec une volonté, des pétitions, des délibérations de communes aussi qui accroissent. Et on voit que l'ARS, eh bien, elle rechigne parce qu'il y a des accréditations qui ne sont toujours pas données. Oui, pour donc, monsieur le député, pas encore. ça aurait été bien que vous ayez répondu au courrier du président de cette association. D'autres députés et d'autres sénateurs l'ont fait. De cette association. Non, mais je parle de là récemment. Je l'ai reçu. C'était au mois de mars. Je ne vais pas le recevoir tous les 15 jours. Vous non, mais répondre au courrier. Je l'ai déjà reçu. Et ensuite, au mois de mars, je suppose qu'il y a beaucoup de choses à faire au mois de mars. Oui, mais il y a deux autres députés qui l'ont fait. Martine Calzavara, sénateur du secteur. Non, sénateur. Il nous reste très peu de temps, s'il vous plaît. Désolé, Martine Calzavara, la santé, l'enjeu de ce nouveau mandat, le vrai enjeu, la santé. L'enjeu. Mais il faut Capital. Capital. Il nous reste quelques secondes. Non, mais il faut absolument, ce que je dis dès le départ, il faut absolument arriver à soigner les gens. Et on oublie un public là, qui est très important sur notre territoire, ce sont les personnes âgées. C'est-à-dire qu'il faut une véritable loi autonomie pour les personnes âgées. Bien sûr. Je veux dire, c'est indispensable. Le 5e risque, c'est une coquille vide. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau ce soir pour évoquer cette deuxième circonscription du Lot-et-Garonne. Vous étiez 4, il y a 4 autres candidats qui vont se présenter le 12 juin devant les électeurs. C'est la fin de ce débat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un tout petit instant pour évoquer cette fois-ci la deuxième circonscription des Landes. À tout de suite. Merci.